On parle énormément de l'intelligence artificielle depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Alors du coup, tout le monde a un avis sur les opportunités, sur les risques ou même sur les deux. Alors pour vous faire votre propre avis, je vous propose de regarder très en détail la différence entre intelligence artificielle, intelligence humaine et intelligence collective. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir intelligence artificielle versus intelligence collective. Alors pour ça, eh bien, on va partir d'un problème assez difficile. On va voir comment il a pu être traité. Je vais parler du repliement des protéines. Alors les protéines, vous savez, c'est ces petites choses que l'on a à l'intérieur des cellules. Ce sont des véritables machines. Ce sont pratiquement les usines du vivant. Et en gros, en général, eh bien, c'est une suite d'acide aminés, hein. D'ailleurs, Christian Afinsen a eu le prix Nobel en 1972 en montrant que ça dépendait, suivant les acides aminés qu'il y avait, eh bien, ça tordait la protéine dans un sens, dans un autre, pour arriver à une forme complète, mais aussi complexe. Alors, quelques petits exemples pour vous montrer déjà jusqu'où ça peut aller. Eh bien, voici, par exemple, je vous présente l'ATP synthase et l'ATP synthase. Eh bien, c'est comme un petit moteur, hein. Donc, ça permet d'ailleurs de créer l'ATP, qui est la molécule qui va permettre de créer, d'avoir de l'énergie, hein, quand on s'alimente, par exemple. Et vous voyez que bah, finalement, on n'a pas été les premiers à inventer le moteur, et même la roue, hein, pratiquement, puisque en fait, le vivant l'a fait avant nous. Mais mon petit préféré, quand même, allez, tiens, je vous présente la kinésine. Alors la kinésine, c'est une protéine, hein, c'est pareil, mais qui marche, carrément qui marche et qui se promène à l'intérieur de votre cellule pour transporter un petit récipient avec là, par exemple, des endorphines. C'est quand vous avez beaucoup couru et que vous allez donc avoir des hormones qui vont vous soulager. Et bien voilà, c'est apporté par la kinésine que voilà. Alors, finalement, c'est bien, mais alors pour arriver à partir de la suite des des acides aminés, hein, ce qu'on a vu effectivement, jusqu'à la forme finale, eh bien, c'est assez compliqué, à tel point d'ailleurs que les humains, les scientifiques, eh bien, ils ont eu du mal, ils ont bloqué sur, ce qu'on appelle la protéase rétrovirale du virus, MPMV. C'est un virus pour le corps, mais qui fonctionne un petit peu comme le HIV et ce système-là, cette protéase, ce nom barbare, eh bien, montre comment en fait la protéine, eh bien, elle va permettre la duplication du virus. Alors comprendre ça, c'est un enjeu gigantesque, la forme va être extrêmement importante, mais effectivement, ben, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas jusqu'en 2011 où il a fallu d'avoir 10 personnes simplement et en 3 semaines avec un petit jeu qui s'appelle Foldit qui permet justement de pouvoir plier ces protéines comme ça, eh bien, en intelligence collective, eh bien, ils ont réussi à résoudre le problème. Donc 3 semaines simplement à 10 alors qu'on n'y arrivait pas du tout en plusieurs mois seul. Et donc ça, c'est intéressant, l'intelligence collective, on en voit toute la puissance de la possibilité. Mais en 2021 est arrivé AlphaFold. AlphaFold, eh bien, c'est une intelligence artificielle, et là, en l'espace de même pas un an, eh bien, elle a réussi à faire 200 millions de protéines, comme ça, d'arriver à trouver les choses. Donc en fait, eh bien, elle a écrasé même l'intelligence collective qui permettait de faire mieux que les humains, beaucoup mieux. Eh bien là, oui. Alors est-ce qu'il reste de la place pour les humains? Si les humains et même l'intelligence collective, les humains ensemble n'ont plus rien à faire par rapport à l'intelligence artificielle, on pourrait s'inquiéter. Mais on va regarder ça parce que la réponse n'est pas si simple. Et pour ça, eh bien, on va s'intéresser aux vitesses de la pensée et aux deux types de pensée que l'on a, hein, qui ont été détectés par Daniel Kahneman et son collègue Amos Tversky. Donc, Daniel Kahneman a eu le prix Nobel d'ailleurs d'économie pour ses travaux. Amos Tversky n'a pas pu l'avoir parce qu'il est mort entre-temps et que le prix Nobel n'est donné qu'aux vivants. Mais bon, ils ont vraiment partagé ça. Et donc, Daniel Kahneman a écrit le livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Et on va regarder un petit peu en détail. Le système 1, c'est quoi? Eh ben, c'est notre système automatique. On fait des associations. Alors, par exemple, je suis désolé de vous le dire, mais quand vous conduisez peut-être votre voiture, si vous n'êtes pas un jeune conducteur, eh bien, vous avez tellement l'habitude que finalement, eh bien, vous n'avez même pas besoin d'être conscient. Vous écoutez de la radio, vous discutez avec quelqu'un d'autre, vous pensez à autre chose, vous vous grattez la nuque. Enfin bref, vous faites plein de choses en même temps, en parallèle. Et finalement, eh bien, malgré tout, eh bien, vous arrivez à anticiper avec toutes les choses compliquées qui peuvent arriver sur une route et vous faites des actions très complexes comme de débrayer pour passer une vitesse, etc. Alors finalement, eh bien, c'est ce qu'on fait, ça s'appelle des statistiques bayésiennes, hein. Donc c'est des protocoles que l'on a dans notre cerveau et on fait la détection de motifs aussi, c'est-à-dire qu'on va reconnaître, par exemple, les personnes, on va reconnaître des voitures, on va reconnaître des tas de choses comme ça. Et donc en fait, tout ça, eh bien, c'est des traitements parallèles qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on va retrouver dans l'intelligence artificielle. Donc de ce point de vue-là, sur les protocoles, sur les algorithmes que l'on va utiliser, eh bien, ils sont assez proches entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Mais il y a un système 2. Et le système 2, eh bien, lui, il est plus lent, hein. Si par exemple, eh bien, vous vous concentrez sur certaines étapes, eh bien,
Vous allez vous focaliser votre attention, alors si possible avec votre conscience, mais même inconsciemment, vous pouvez le faire également. Et puis, du coup, c'est un système où vous êtes un petit peu moins crédule, hein, parce que vous n'allez pas simplement associer les choses et puis vous dire, bah, tiens, c'est comme d'habitude. Non, vous allez vous poser des questions, etc., etc. Alors apparemment, l'intelligence humaine est le seul à avoir ce système 2. C'est pas tout à fait sûr parce que j'ai fait un petit test avec ChatGPT justement, et je vais faire avec vous. Imaginez, vous avez un livre et son signet, et le livre et le signet font 11 €. Et puis, bah, vous pouvez vous dire, et il se trouve que le livre fait 10 € de plus que le signet. Alors, combien vaut le livre, combien vaut le signet? Je vous laisse réfléchir. L'ensemble fait 11 €, le livre fait que 10 € de plus que le signet. Et votre réponse, eh bien, probablement était que le livre coûtait à 10 € et le signet 1 €. Eh ben, c'est faux, puisque la différence entre les deux, ça fait 9 €, ça n'est pas 10 €. Donc, en fait, c'est quelque chose où, quand on fait notre calcul avec notre système 1 de façon intuitive, eh bien, on va tomber dans le panneau. Alors, il se trouve qu'au début d'ailleurs de ChatGPT, certains youtubeurs ont fait ce test-là et il est tombé effectivement dans le panneau, comme beaucoup d'entre nous très souvent. Et puis la bonne façon de faire les choses, eh bien, c'est de poser les équations les unes après les autres. Et là, ben, a été ma surprise de voir que, bah, quand j'ai posé la question à ChatGPT, alors entre-temps, bah, on a dit, bah, tiens, il faut quand même corriger un certain nombre de choses. Et là, il pose les choses les unes après les autres. Et donc finalement, eh bien, il fait quelque chose qui ressemble à du système 2 d'ailleurs. Alors je lui ai dit, bah tiens, non, tu m'as dit que tu n'avais qu'un système 1, tu n'avais pas de système 2. Bah si, finalement, il peut y avoir des protocoles comme ça, sans la conscience, puisque en fait, par contre, jusqu'à preuve du contraire, eh bien, les intelligences artificielles n'ont pas conscience d'elles-mêmes, ce qui nécessiterait pour l'instant d'abord de comprendre ce que c'est que la conscience, ce qui est déjà pas simple à comprendre. Donc finalement, eh bien, on a une sorte de super système 1 et on va essayer de regarder un peu plus en détail ce système 1 parce que c'est ce système un peu automatique qui va nous permettre de faire des liens entre différentes choses. Je pense à ça, je pense à ça. C'est aussi le principe de la créativité, hein. Vous prenez une idée, une deuxième idée totalement différente, vous les associez ensemble, ça fait une idée nouvelle. Et donc la créativité, c'est aussi dans ce système 1. Alors pour ça, eh bien, on va aussi utiliser des raccourcis. Parce que sinon, ça serait trop lent, votre voiture, vous auriez écrasé tout le monde si vous preniez pas des petits raccourcis pour dire: «Bon, bah, tiens, je vais pas réfléchir, est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est ceci ou cela?» Mais vous allez prendre des raccourcis. Alors ces raccourcis, inconvénients, ils ont quelques biais. Alors chez les humains, on appelle ça une heuristique. Une heuristique, c'est, alors je vais prendre l'exemple, par exemple, une heuristique bien connue, c'est l'heuristique de la disponibilité. Imaginez que vous ayez eu un accident de voiture récemment, eh bien, la statistique, l'hypothèse que vous avez, c'est que c'est beaucoup plus probable que vous ayez un accident maintenant. C'est pas forcément rationnel, mais c'est parce qu'il est plus récent, il est plus disponible dans votre esprit, et donc vous y pensez plus, et donc vous pensez effectivement qu'il est plus probable que vous allez avoir un nouvel accident de la route. Et en fait, on pourrait imaginer que les intelligences artificielles, elles n'ont pas ça. Bah, si, d'une certaine manière, mais ça s'appelle pas de la même manière. Ça s'appelle un algorithme de recherche et eux-mêmes sont optimisés. Par exemple, on a un algorithme chez les intelligences artificielles, pardon, qui s'appelle le Beam Search. Le Beam Search, eh bien, c'est, imaginez, bah, il va avoir un certain nombre de mots et il va chercher quel est le mot suivant. C'est vraiment le principe des modèles de langage tels qu'on les a dans les intelligences artificielles, en particulier conversationnelles, mais aussi les intelligences artificielles comme GPT-3, GPT-4, etc. Et ben, en fait, il va pas essayer de regarder tout, il va prendre déjà les mots les plus probables, et à partir de là, eh bien, effectivement, il va commencer à regarder les choses. Donc en fait, on prend pas tout parce qu'on n'aura pas le temps, tout simplement. Alors ces raccourcis, eh bien, c'est pas forcément les mêmes, donc on a les mêmes algorithmes, on peut avoir des raccourcis différents, mais on a des raccourcis. Si on pourrait dire que les intelligences artificielles ont également des heuristiques, donc elles fonctionnent dans leur cerveau comme notre système automatique sur lequel, je vous rassure, hein, on passe plus de 90% de notre journée, parce qu'en fait, les moments où on va utiliser notre système 2 qui est plus lent, mais aussi très consommateur d'énergie, eh bien, ils sont très très faibles. Et donc, en fait, la plupart du temps, eh bien, on va juste dire, bah tiens, non, c'est comme ça, il y a ça et ça, donc ça va faire ça. Alors maintenant, il y a quand même une spécificité de l'intelligence artificielle, c'est que le corpus qu'elle utilise est complètement gigantesque. Alors, vous pourriez faire aussi bien que l'intelligence artificielle si vous parliez 50 langues, si vous aviez appris tellement de choses et les garder disponibles à votre esprit, parce que des fois, de temps en temps, on est obligé d'oublier pour arriver à faire de la place comme notre cerveau. Mais si vous aviez rien oublié et que même l'Internet, la Wikipédia anglophone représentait que 3% de tout ce que vous savez, ce qui représente quand même quelque chose d'assez gigantesque, eh bien, vous seriez comme GPT 3.5, beaucoup plus faible d'ailleurs que GPT 4 d'ailleurs, mais finalement, eh bien, vous auriez malgré tout un corpus gigantesque. Donc la capacité à englober un immense corpus dans plusieurs langues, etc.,
linguistique, eh bien ça, c'est un avantage qui fait que l'intelligence artificielle, vous pouvez lui demander, bah tiens, j'ai regardé plein d'études, mais est-ce qu'il y a des études sur tel domaine? Est-ce qu'il y a telle chose qui a été faite, par exemple, là-dedans? Eh bien, il va le savoir beaucoup plus facile et beaucoup plus rapidement que vous. Mais il y a des spécificités de l'intelligence humaine aussi. Et en particulier, il faut bien comprendre que les intelligences artificielles sont aujourd'hui ce qu'on appelle des modèles de langage. C'est-à-dire qu'en fait, elles travaillent sur des associations de mots et elles vont chercher simplement le mot le plus probable et mot après mot, elles peuvent vous faire aussi bien un texte, une dissertation ou pourquoi pas une poésie, un haïku et ce que vous voulez. Eh bien, nous, on a ça, mais on a aussi ce qu'on appelle des qualia, c'est-à-dire des valeurs non formelles. Par exemple, vous pouvez discuter avec ChatGPT de la peur. Il va vous donner les différents critères de la peur, ce que l'on ressent quand on a la peur, avec des mots, donc bien sûr, mais ressentir là, ça va au-delà des mots. Eh bien, cette sensation-là, là, par contre, ça sort complètement du cadre de l'intelligence artificielle. D'abord, on comprend pas très bien comment ça marche à l'intérieur de il y a beaucoup de recherches en cours là-dessus, hein, mais de notre cerveau. Et en fait, on a plutôt des indicateurs approximatifs. C'est pas quelque chose de précis. On peut pas mettre des mots là-dessus mais on va avoir des sensations, sensations de bonheur, de récompense, des sensations de stress, de peur, etc. Deuxième chose aussi spécifique à l'intelligence humaine, eh bien, ce sont notre capacité d'évaluation. On évalue tout. Alors on évalue effectivement ce qui est bien et ce qui est mal. Ça nous vient très probablement de notre système, du fait qu'on est des mammifères et puis un certain nombre d'animaux aussi ont un système de récompense pour anticiper la récompense et donc finalement, eh bien, et puis d'avoir un système de stress lorsqu'il y a un danger pour la vie, pour la mort, etc. Et donc on peut avoir effectivement des choses et donc on va évaluer tout le temps est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Mais du coup, on évalue aussi des choses qui ne sont plus des jugements de valeur, hein. Ça peut être un jugement sur l'art, hein, la beauté, ça peut être un jugement sur le vrai, ça peut être un jugement sur le bon, mais ça peut être aussi simplement, bah tiens, je préfère telle couleur. Et c'est pas simplement un jugement de valeur, mais c'est simplement une préférence. Eh bien, en fait, cette évaluation, elle remplit aujourd'hui toute notre vie, et donc les êtres humains sont des animaux qui évaluent comme d'ailleurs les autres animaux, mais du coup, ça prend tout notre élément. Et ça, c'est intéressant parce que cette évaluation, eh bien, elle nous permet de faire plein de choses. Mais imaginez que ça soit l'intelligence artificielle elle-même qui évalue, eh bien, on retomberait dans tous les films de science-fiction où on voit que la meilleure façon si on a demandé à l'intelligence artificielle de protéger les humains, c'est de les mettre en esclavage parce que vraiment, sinon ils font n'importe quoi. Donc, donc ça veut dire qu'effectivement, ce côté d'évaluation qu'elle n'a pas, bah, d'une certaine manière, tant mieux aujourd'hui, hein, donc à surveiller bien sûr, mais aujourd'hui, il n'y a pas ce système de récompense subjective aussi, parce que pas simplement sur les aspects officiels, mais sur les aspects subjectifs. Et les deux aspects, justement, ces valeurs non formelles, ces émotions, ces sentiments, ces ressentis, et cette capacité à évaluer, eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle la subjectivité. Donc la subjectivité, elle se fait aussi bien avec des choses formelles, comme les mots, les langages, etc. On va avoir notre avis là-dessus, mais on va l'évaluer et on va y intégrer des éléments qui sont non formels, c'est-à-dire des émotions, des sensations, des ressentis. Alors du coup, eh bien, à vous de jouer et on peut se poser un peu la question, parce que pour dépasser, l'humain a des limites de ce qu'il peut faire tout seul. Alors il a utilisé des outils, hein, pour arriver à faire mieux. Aujourd'hui, on a des outils cognitifs. Alors, est-ce qu'il va falloir laisser toute la place à l'intelligence artificielle et puis lui dire: «Bah, tiens, maintenant tu vas décider pour nous». On a déjà une intelligence artificielle qui est, patron, PDG d'une société, hein, en Asie et donc est-ce qu'on va laisser les à l'abri de là-dessus? Ça veut dire que nous, notre place, bah, on n'a plus vraiment beaucoup de place, hein. Alors par contre, l'intelligence artificielle, elle peut être extrêmement utile pour nous aider avec son immense corpus, hein. C'est une sorte de moteur de recherche plus et donc on peut faire des choses très intéressantes. Mais finalement, eh bien, ça veut dire que si on veut, aller plus loin, eh bien, il faut retrouver la place pour aller plus loin sur l'intelligence collective. L'intelligence collective, on sait faire déjà pas mal de choses, mais il y a des choses qu'on fait pas toujours très, très bien encore. Il va falloir prendre le temps de développer ça. Par exemple, eh bien, l'intelligence collective au-delà du langage. On parle aussi de l'intelligence émotionnelle. Il peut y avoir de l'intelligence émotionnelle collective, il peut y avoir différentes choses comme ça. On connaît ça plutôt sur les côtés négatifs, c'est-à-dire les paniques dans les foules, etc. Mais on peut aussi avoir des choses très très positives grâce à ça. Donc sur le vécu, les émotions. Et puis sur l'évaluation aussi, c'est-à-dire que l'évaluation, au final, même si on peut se faire aider d'une intelligence artificielle, eh bien, il est important de garder effectivement cette décision finale et pas simplement parce que on est alors des animaux et qu'on a un système de récompense, donc je fais ça simplement parce que voilà, du coup, je fais le choix de regarder Netflix et les réseaux sociaux tout le temps parce que ça alimente mon système de récompense en dopamine.
Bon, c'est bien, mais c'est effectivement, on est très, très facilement manipulable. C'est pareil pour la peur, hein, face au danger, eh bien, ça ne fait pas forcément de bonne décision. Eh bien, on peut avoir des processus rationnels. Alors, on a inventé ça, hein, avec au fur et à mesure de la politique, par exemple, on a inventé ça. Et donc, il va falloir aller plus loin pour que justement cette spécificité qu'aujourd'hui on a en plus, nous humains, par rapport à l'intelligence artificielle, même si elle est beaucoup, beaucoup plus puissante que nous sur les aspects formels et donc la linguistique, sur les mots, etc., pour aller chercher tous les corpus possibles dans toutes les langues possibles, eh bien, nous, on peut avoir justement cette chose-là et pour avoir notre dernier mot. Finalement, si je donne l'exemple de la politique, ça me fait penser à la phrase de Churchill qui disait: La démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres». Alors finalement, on est encore loin de la fin de l'histoire que prédisait Fukuyama, où il disait, bah, finalement, on est arrivé en démocratie, ça y est, c'est la fin de l'histoire, il y a plus, on a tout fait. Non, parce que la démocratie, on peut encore l'améliorer. On peut l'améliorer justement avec une véritable intelligence collective pour arriver à faire des lois qui font fonctionner la cité. Mais on peut se faire aider, pourquoi pas, d'une intelligence artificielle, mais on doit garder le côté non verbal, sentiment, et on doit surtout garder le côté évaluation, et avec les bonnes évaluations. Et pour ça, il va falloir aller plus loin. Et c'est vrai pour la politique, mais c'est vrai dans les sociétés où les choix, effectivement, dans les sociétés peuvent être améliorés en intelligence collective pour pouvoir aller plus loin que l'intelligence simplement du patron, et donc pouvoir avoir quelque chose qui s'adapte encore mieux à l'environnement. Et on peut imaginer la même chose pour les associations, par exemple, hein, en particulier celles qui veulent défendre l'environnement pour aller encore plus loin. Donc on peut se faire aider à chaque fois de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence collective doit faire encore un bond en avant dans les aspects sur lesquels l'humain est plus fort, et à nous de développer justement ces nouvelles méthodes pour arriver à faire en sorte que dans le futur, eh bien, il n'y ait pas simplement une intelligence artificielle qui prenne la place de l'humain, mais plutôt, eh bien, une intelligence collective qui puisse collaborer et se servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire des choix plus éclairés, mais avec aussi quelque chose qui va au-delà de l'humain, l'intelligence collective elle-même. Alors, vous pouvez commenter, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées là-dessus, des pistes, ça m'intéresse énormément. Évidemment, je lis tous les commentaires, hein, et puis ça va être très très intéressant de partager comment vous voyez ça. Donc, j'espère que grâce à ça, eh bien, vous avez pu voir au-delà des aspects simplistes, bien, mal, etc., les vraies différences qu'il y a entre l'intelligence collective, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, et voir effectivement quelle place il faut faire. Aujourd'hui, on a beaucoup misé sur le développement de l'intelligence artificielle. Eh bien, misons beaucoup sur le développement de l'intelligence collective comme on l'a fait au moment du développement de la démocratie, mais aussi dans tous les domaines humains. Alors comme d'habitude, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide beaucoup ces contenus, hein, donc partagez-les, mais aussi eh bien liker de manière à ce qu'ils soient plus visibles dans les algorithmes des réseaux sociaux et de YouTube. Et puis vous pouvez télécharger le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.